Ce n'était ni une nouvelle arme en acier ni le feu qui a sauvé l'Europe de la plus grande armée que le monde ait jamais vue. C'était quelque chose que les cavaliers des steppes n'avaient jamais vraiment affronté auparavant. Quelque chose qui ne bougeait pas, ne criait pas et ne saignait pas. Quand on parle de machines militaires inarrêtables, peu d'histoires capturent mieux cette idée que ce qui s'est passé en Europe en l'an 1241. Aucune force ne s'était jamais déplacée aussi vite et n'avait frappé avec une telle précision. Les Mongols ont brisé tout ce qui se dressait sur leur chemin. Et pendant un moment, il semblait que rien en Europe ne pouvait leur résister. Des royaumes entiers sont tombés en quelques semaines. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la manière dont cette domination précoce a finalement atteint ses limites. Bienvenue sur Histoires oubliées, où nous révélons les véritables histoires derrière les tournants de la guerre antique et médiévale. Si vous aimez découvrir comment la stratégie, la technologie et la pure détermination humaine ont façonné l'histoire, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous. Aujourd'hui, posons-nous la question, quelle était cette véritable arme secrète qui a détruit les Mongols lors de leur invasion de l'Europe? Comment l'Europe a-t-elle pu vaincre les cavaliers les plus puissants de la Terre? Et que s'est-il passé lorsque les Mongols sont revenus, pour trouver un continent prêt à leur arrivée? Commençons par la manière dont les Mongols ont complètement écrasé les meilleures armées que l'Europe avait à offrir. L'ascension de l'Empire mongol n'était pas accidentelle. Elle était propulsée par une combinaison rare et mortelle, une mobilité inégalée et une puissance de feu dévastatrice à longue distance. Leur tactique ne ressemblait à rien de ce que les armées de l'Europe médiévale avaient vu jusqu'alors. La guerre européenne de l'époque était construite sur ce que nous pourrions appeler un code d'honneur au combat. Deux camps s'affrontaient de front sur des champs ouverts, s'attaquaient, se heurtaient et décidaient le combat par la force brute. Les Mongols, cependant, ne jouaient pas selon ces règles. Leur manière de combattre était psychologique, mobile et chirurgicalement précise. Ils utilisaient la tromperie comme une arme. Leur signature était la célèbre fausse retraite, où ils feignaient de fuir, attirer l'ennemi dans une poursuite désorganisée, puis se retourner pour l'éliminer. Cela fonctionnait encore et encore, car les commandants européens ne pouvaient tout simplement pas imaginer qu'une retraite puisse être délibérée. L'épine dorsale de ce système était leurs archers à cheval. Chaque guerrier mongol pouvait tirer à l'arc avec précision en plein galop et atteindre des cibles à des centaines de pieds. Imaginez des vagues entières d'archers à cheval encerclant votre position et décochant des flèches capables de percer une armure avant même que vous ne vous approchiez assez pour brandir une épée. Pendant ce temps, les chevaliers européens, fiers, lourdement armés et entraînés pour le combat de choc, étaient bâtis pour des attaques courtes et intenses. Leur armure était lourde, leurs chevaux encore plus lourds. Et après une attaque puissante, la coordination s'effondrait généralement. Ils n'étaient pas conçus pour le type de combat rapide et flexible de style frapper-fuir que les Mongols maîtrisaient. Le véritable secret ne résidait cependant pas seulement dans leurs armes. Il résidait dans leur discipline et leur structure de commandement. Les armées mongoles étaient organisées en unités précises de 10, 100, 1000 et 10 000. Tout était commandé par des chefs capables de s'adapter instantanément sur le terrain. Même après avoir subi de lourdes pertes, leurs lignes restaient coordonnées. Ils faisaient tourner fluidement des unités fraîches au combat, ce que presque aucune armée européenne ne pouvait faire à l'époque. En revanche, les forces hongroises auxquelles ils faisaient face étaient souvent fragmentées, les nobles locaux commandant chacun leurs propres unités. Lorsque la situation commençait à se détériorer, la communication s'effondrait rapidement. Et une fois que cela se produisait, la défaite était proche. Deux batailles en particulier ont montré à quel point la tactique mongole pouvait être écrasante, la bataille de Mohi en Hongrie et la bataille de Lednica en Pologne, toutes deux livrées en 1241. À Mohi, le 11 avril, l'armée hongroise affronta les Mongols à un endroit qui devait être une position défensive forte le long de la rivière Sejo. Ils avaient des ponts, des chariots, et même certaines fortifications. Mais les Mongols, menés par Subotai, sans aucun doute l'un des plus grands esprits militaires de l'histoire, exécutèrent un encerclement presque parfait. Ils attaquèrent de plusieurs directions à la fois et traversèrent la rivière la nuit à l'aide de ponts flottants. Ils décochèrent des salves de flèches qui déchirèrent les lignes hongroises avant même que l'attaque principale ne commence. Et quand les Hongrois pensèrent que les Mongols se retiraient, ils les suivirent directement dans un piège. À l'aube, le champ était en plein chaos. Des dizaines de milliers de soldats hongrois étaient morts ou dispersés.
Des unités entières furent anéanties avant même d'arriver au combat rapproché. Les Mongols menèrent même des machines de siège en bataille ouverte, des catapultes et probablement des armes à feu primitives utilisant de la poudre noire, qu'ils avaient empruntées aux Chinois pour briser les formations denses d'infanterie. Imaginez le choc de voir des machines de siège utilisées non pas contre des murs, mais contre des personnes. Une histoire similaire se déroula à Lednica en Pologne. Les chevaliers européens, courageux mais rigides dans leur formation, attaquèrent directement les fausses retraites mongoles et furent massacrés de toutes parts. Le résultat fut deux victoires mongoles décisives qui ouvrirent le cœur de l'Europe, la Hongrie, la Pologne, et même le Saint-Empire romain germanique, à l'invasion. Pendant quelques mois terrifiants, il semblait que rien ne pourrait les arrêter. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Les livres d'histoire indiquent souvent que les Mongols se sont retirés en 1242 parce que leur grand Khan Jodi était mort. Ce n'est que partiellement vrai. Lorsque cette nouvelle leur parvint à la fin de l'année 1241, les commandants mongols battus et Kador ne firent pas leur bagage immédiatement. Ils restèrent en Hongrie encore plus de 6 mois. Si la politique de succession était la seule raison, pourquoi seraient-ils restés si longtemps? La vérité plus profonde réside dans quelque chose de beaucoup moins dramatique, mais beaucoup plus décisif, la logistique. La machine de guerre mongole prospérait grâce à la vitesse et aux espaces ouverts. Leurs chevaux avaient besoin de vastes étendues d'herbe pour paître et leur tactique dépendait de l'espace pour manœuvrer. Cependant, l'Europe n'était pas une steppe. Elle était pleine de forêts, de rivières, de montagnes et de beaucoup moins de pâturages. Leur plus grande force, la mobilité, devenait soudain leur plus grande faiblesse. Dans la plaine de Pannonie en Hongrie, ils avaient encore un certain espace ouvert, mais dès qu'ils se dirigèrent vers l'ouest en Europe centrale, tout changea. Les forêts denses les ralentissaient. Les lignes de ravitaillement s'étiraient dangereusement. Leurs chevaux commençaient à avoir faim. Et contrairement à l'Asie, ils ne pouvaient pas facilement vivre sur le pays ici. Les villages étaient brûlés ou abandonnés et la nourriture était rare. Ils subirent également plus de pertes que la plupart des gens ne le réalisent. Les batailles étaient sanglantes des deux côtés. Même si les Mongols gagnaient à chaque affrontement, leurs ressources humaines n'étaient pas infinies. Chaque cavalier mort ou épuisé signifiait moins de reconnaissance, moins de mobilité et plus de risques. Au cœur de la doctrine militaire mongole se trouvait une idée simple. La vitesse gagne les guerres. Ils étaient maîtres du mouvement, frappant fort et vite, forçant ainsi les ennemis à capituler avant même que le vrai combat ne commence. Leur philosophie peut être résumée en une seule phrase glaçante pour laquelle les Mongols étaient connus, « Soumets-toi maintenant, ou meurs plus tard ». Voici cependant le problème. Cette stratégie ne fonctionnait que lorsque les batailles se déroulaient en terrain découvert. Lorsque l'ennemi s'enfermait derrière d'épais murs et refusait de jouer selon les règles mongoles, tout le système s'effondrait. La guerre de siège était lente, douloureusement lente, et chaque jour passé à attendre aux portes était un jour où leurs chevaux ne paissaient pas, leur mobilité diminuait et leur plus grand avantage s'effritait. En fait, lorsque les commandants mongols envisageaient d'attaquer une forteresse, ils effectuaient souvent ce que nous appellerions aujourd'hui une analyse coût-bénéfice. Si cela devait prendre trop de temps ou nécessiter trop d'hommes, ils contournaient simplement la cible et passaient à une proie plus facile. Les chiffres le montrent très clairement. Prenons par exemple le siège de Xianjiang en Chine, l'une des villes les mieux défendues du monde à l'époque. Les Mongols durent déployer plus de 100 000 soldats et passer plusieurs années à construire de nouvelles machines de siège pour finalement la conquérir. Comparez maintenant cela avec toutes leurs forces d'invasion en Europe en 1241. Les estimations varient entre 60 000 et 80 000 hommes au total. Exactement. La conquête d'une seule ville bien défendue en Chine nécessitait plus de main-d'œuvre que toutes leurs campagnes européennes réunies. Il n'y avait tout simplement aucun moyen pour eux de soutenir un tel effort de siège contre des dizaines de forteresses en pierre en Europe. Et cela nous amène à l'autre grand problème, la technologie. Commençons par quelque chose qui pourrait vous surprendre. L'arme qui a aidé l'Europe à tenir bon face à l'inarrêtable cavalerie mongole était l'arbalète. Une arme assez simple pour être utilisée par un paysan, et pourtant assez mortelle pour percer l'armure mongole. Dans un rôle défensif, l'arbalète européenne avait un avantage majeur sur le célèbre arc composite mongol. Elle ne reposait pas sur la force, mais sur la mécanique. Contrairement à l'arc ordinaire,
qui exigeait de l'archer une force brute et une tension constante, l'arbalète maintenait la corde en place, permettant au tireur de viser calmement en pleine tension. Cela signifiait une plus grande précision, surtout depuis l'arrière des murs du château, où les défenseurs avaient le temps de viser, de respirer et de tirer avec précision. Les projectiles d'arbalète, appelés carreaux, étaient courts, puissants et brutalement efficaces. Ils ne perçaient pas seulement l'armure en cuir ou la mêlère. Ils pouvaient traverser directement la cotte de maille jusqu'au corps en dessous. Des tests sur des répliques médiévales montrent que certains carreaux pouvaient pénétrer même une plaque d'acier de plus d'1 millimètre d'épaisseur à courte distance, ce qui était largement suffisant pour abattre un cheval ou percer la poitrine d'un cavalier. Et c'est là que résidait la vraie beauté stratégique. Les arbalètes ne nécessitaient pas une vie d'entraînement comme les arcs longs ou les arcs composites. Un paysan, un artisan, même un adolescent fort ou une femme âgée pouvait, après un peu d'entraînement, apprendre à charger et tirer à l'arbalète avec une efficacité meurtrière. Cela signifiait que n'importe qui à l'intérieur pouvait contribuer à la défense de la forteresse. Les défenseurs européens apprirent une règle simple, ne vise pas le cavalier, vise le cheval. Une fois le cheval touché, la puissante cavalerie mongole se transforme en simple fantassin, privé de vitesse et de force de frappe. Lors d'un siège ou d'une position défensive, ce changement pouvait à lui seul décider de la bataille. Mais, bien sûr, les armes seules ne suffisaient pas. La plus grande force des Mongols était la mobilité, leur capacité à contourner les obstacles et à attaquer depuis des directions inattendues. Les défenseurs devaient donc rendre cette mobilité insignifiante. C'est là qu'intervenaient les obstacles anti-cavalerie, comme le cheval de frise. Imaginez un cadre en bois couvert de pointes, comme une barrière géante en forme d'étoile, qui pouvait être poussée en place pour bloquer un passage ou protéger un point faible dans un mur. Ce n'était pas seulement une idée européenne. Son origine remonte à la Chine ancienne, où des dispositifs similaires pour arrêter les chevaux, appelés juma, étaient utilisés des siècles plus tôt. Combinés à des fossés, des fosses et des pieux en bois, ces obstacles transformaient la vitesse mongole en un handicap. Une attaque dans une telle zone défensive pouvait briser la formation, et une fois que cela se produisait, une salve de carreaux d'arbalète achevait le travail. Et si les Mongols parvenaient à mettre pied à terre et à combattre à pied, alors entraient en jeu les longues armes d'astes, lances, piques et hallebardes. En formation serrée, comme le schiltron, l'infanterie créait un mur vivant de pointes d'acier. Contre cela, même la tactique d'élite de la cavalerie mongole ne pouvait pas grand-chose. Chaque pas en avant signifiait s'avancer dans une forêt de pointes et de projectiles en attente. Le changement le plus dramatique ne vint cependant pas des soldats, mais de la pierre. Les Mongols étaient célèbres pour leur capacité à s'adapter rapidement. Partout où ils allaient, ils absorbaient les connaissances locales, en particulier en matière de technique de siège. Des ingénieurs perses, chinois et même musulmans travaillaient pour eux, concevant des catapultes, des trébuchets et des armes à feu primitives. Cependant, l'armée mongole qui envahit l'Europe sous la direction de Batu-Khan n'avait pas accès à tout l'arsenal d'ingénierie de l'Empire. La Horde d'Or, comme on appelait cette branche occidentale de l'Empire, était construite pour la mobilité, pas pour transporter des machines de siège massives à travers des milliers de kilomètres de steppes et de forêts. Ils transportaient des trébuchets plus légers et des lanceurs de pierre, suffisants pour percer des palissades en bois ou des remparts en terre, ce qui fonctionna pendant un certain temps. Les petites villes et les fortifications en bois tombaient rapidement. Cependant, lorsqu'ils rencontrèrent l'architecture en pierre européenne, tout changea. Comparé aux défenses en briques séchées au soleil ou en terre tassée, courantes en Asie, ces murs étaient pratiquement indestructibles. Ainsi, même lorsque les Mongols déployaient leurs machines de siège et commençaient à pilonner les remparts, les pierres craquaient à peine. Ce qui était autrefois leur avantage inarrêtable, la capacité de s'adapter et de détruire tout ce qui se dressait sur leur chemin, se heurtait maintenant à un objet inamovible, littéralement. Nulle part ce changement ne fut plus évident qu'à Esztergom, la ville la plus riche et la plus importante de la Hongrie médiévale. Batu-Khan l'a choisi pour une raison simple, c'était le trésor du royaume, plein d'or, de reliques et de trésors. Exactement le genre de butin que les Mongols convoitaient. Les défenses extérieures d'Esztergom, tours en bois et remparts en terre, ne tinrent pas longtemps. Les Mongols les percèrent facilement à l'aide de leurs machines de siège et de flèches enflammées.
Le vrai combat commença cependant lorsque les défenseurs se replièrent dans la citadelle, une forteresse intérieure massive construite entièrement en pierre. C'est là que l'invasion se heurta à son premier véritable mur dans tous les sens du terme. Les Mongols déployèrent une trentaine de catapultes et de lanceurs de pierres lourds et pilonnèrent la citadelle jour et nuit, mais les murs tinrent bon. Les projectiles qui auraient déchiré des poutres rebondissaient simplement sur la maçonnerie épaisse ou si brisée. Batu ordonna donc un assaut direct. Le résultat fut catastrophique. Les attaquants furent fauchés par des tirs d'arbalète depuis les remparts et chaque tentative de percer les murs se solda par du sang est un échec. C'était une impasse stratégique. Les Mongols réalisèrent que même le déploiement de 30 machines de siège, le meilleur de ceux qu'ils avaient sous la main, ne suffisait pas à briser une citadelle en pierre. Il leur manquait les trébuchets à contrepoids, qui devinrent plus tard la norme dans les campagnes mongoles en Asie et furent développés avec l'aide d'ingénieurs perses. En 1242, ils n'avaient tout simplement pas ces machines en Europe. Ils ne disposaient que de catapultes à torsion plus petites conçues pour la mobilité, idéales contre les murs en bois, mais presque inutiles contre la pierre. L'échec à Anstergom leur jeta une vérité cruelle au visage. Conquérir l'Europe signifierait transformer toute leur armée en une force de siège lente et gourmande en ravitaillement. Soit l'exact opposé de ce qui faisait le succès des Mongols. Ils auraient besoin de trébuchets massifs, de convois de ravitaillement et de camps stationnaires. En d'autres termes, ils devraient devenir quelque chose qu'ils n'étaient pas. Et ainsi, pour la première fois de la campagne, Batu-Khan dut s'éloigner d'un butin qu'il ne pouvait pas obtenir. La citadelle d'Anstergom resta debout. Alors que les Mongols poursuivaient le roi Bela IV vers l'ouest, ils entrèrent en Croatie et dans les régions accidentées de la Dalmatie. Et là, la géographie elle-même se retourna contre eux. Le paysage dalmate était un cauchemar pour les cavaliers. Montagnes escarpées, cols étroits, vallées rocailleuses. Le terrain qui leur donnait autrefois la liberté de mouvement et de frappe devint un piège. Leurs chevaux ne pouvaient pas galoper, leur formation se disloquait, et de plus, les guerriers croates locaux utilisaient les montagnes à leur avantage et tendaient des embuscades aux colonnes mongoles dans les défilés étroits. Les pertes augmentèrent rapidement. Au printemps 1242, les Mongols atteignirent les forteresses en pierre de Cli et Trogir, dominant les vallées. Ces places fortes étaient comme des forteresses médiévales dans les nuages, construites sur des falaises élevées qu'il était impossible d'encercler complètement, et occupées par des défenseurs qui connaissaient le terrain mieux que quiconque. Lorsque les Mongols tentèrent d'attaquer Cli en mars 1242, ils rencontrèrent une résistance farouche. Les murs de la forteresse, encore une fois en pierre solide, résistèrent bombardement après bombardement. Les attaquants furent repoussés et subirent de lourdes pertes. Trogir tint également bon. Partout, la même histoire se répétait, la pierre tenait et les cavaliers des steppes saignaient pour chaque pied de terre. C'est alors qu'ils réalisèrent pleinement la réalité, ils pouvaient brûler des villages, massacrer des armées, mais ils ne pouvaient pas garder ce qu'ils avaient conquis. La richesse, les rois, les vrais prix de l'Europe étaient enfermés derrière des murs que ni la vitesse ni la peur ne pouvaient briser. Les Mongols firent donc ce qu'aucune armée n'attendait, ils firent demi-tour. Lorsque nous arrivons à l'année 1285, l'Europe avait déjà traversé ce cauchemar une fois. Les Mongols avaient envahi la Hongrie en 1241 avec une force dévastatrice, brûlant des villes, écrasant des armées et effaçant presque le royaume de la carte. Cette fois, cependant, cela devait être différent. Les Mongols revinrent et subirent une lourde défaite. La deuxième invasion mongole de la Hongrie, menée par Nogay Khan et Talabuga, survint environ 4 décennies après la mort de Jodie Khan. C'est important, car cela réfute complètement l'ancienne théorie selon laquelle la retraite des Mongols en 1242 était due uniquement à des troubles politiques, la théorie dite du Kurultai. Si la politique avait été la raison principale de leur retrait, cette nouvelle invasion, libérée des distractions internes, aurait dû réussir facilement. Au lieu de cela, elle se transforma en catastrophe pour les Mongols. L'invasion dura à peine 2 mois au tournant des années 1285 et 1286. C'est stupéfiant quand on réalise que la première invasion avait duré plus d'1 an et avait balayé une grande partie de l'Europe centrale. Cette fois, cependant, les Mongols se heurtèrent à une Hongrie fortifiée, préparée et construite pour leur résister. Le résultat? Presque toute l'armée mongole fut anéantie, tandis que les pertes hongroises furent minimes. Les historiens le décrivent sobrement,
les Mongols subirent des pertes presque totales. Qu'est-ce qui a donc changé? Après que l'invasion mongole de 1241 eut dévasté la Hongrie, le roi Béla IV regarda autour de lui et réalisa que ses châteaux ne suffisaient tout simplement pas. Il décida donc de s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Il lança l'un des programmes de reconstruction les plus ambitieux de toute l'Europe médiévale. De 1242 à environ 1300, entre 147 et 172 nouveaux châteaux en pierre furent construits en Hongrie. Chacun d'eux était une forteresse destinée à arrêter les Mongols. Et c'est là que résidait la partie intelligente. Béla lia directement ce programme à son système féodal. Si un noble voulait des terres, il devait d'abord construire un château. En moins de 60 ans, toute la carte défensive de l'Europe centrale fut transformée. Cette seule décision créa un réseau de forteresses à travers le royaume. Ce n'étaient pas des places fortes isolées, mais une toile de points défensifs se soutenant mutuellement, ce que les stratèges modernes appelleraient une défense en profondeur. Chaque forteresse pouvait fonctionner indépendamment et résister pendant des semaines ou des mois si nécessaire. Même si une armée échouait en rase campagne, les Mongols devraient faire face à des centaines de petits points d'appui bien défendus, chacun capable de résister pendant longtemps.